Nos trois panélistes, M. Bacon, Mme Varidel, M. Beauregard, ont très bien mis la table et je suis convaincue que vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez peut-être des exemples également de développement local que vous avez appliqués. Donc, j'invite encore une fois, il y a deux personnes qui sont dans la salle et qui sont prêts à prendre... Oui, alors il y a une dame là-bas, si on veut apporter un micro. Voilà. Et n'oubliez pas de vous identifier. C'est la meilleure façon de créer des liens. Oui, bonjour, Geneviève Viot du Chantier de l'économie sociale. Moi, en fait, j'ai un commentaire. Quand la première présentation de M. Léger Marketing, dont j'oublie le nom, a été faite, j'étais un peu perplexe. Mais je suis très contente parce que ce qui a été fait par la suite, ça a été de nous montrer qu'il n'y avait pas nécessairement raison. Je ne sais pas s'il est encore ici. Je m'explique. En fait, quand il nous a parlé du plan Nord, je ne sais plus, 39 je pense, des Québécois étaient pour le plan Nord, mais d'un autre côté, autour de 70 étaient pour le développement du Nord. Mais moi, ça ne m'étonnait pas du tout. Au contraire, parce que ce n'est pas la même chose. On peut être pour le développement, mais pour une certaine forme de développement. Et ce qu'on nous a montré dans toutes les présentations ensuite, c'est de nous dire, en fait, le miracle, il vient du bas, il ne vient pas du haut. Et dans le plan Nord, ce qu'on essaie de nous faire croire, et M. Bacon vient très bien de l'illustrer, c'est que le miracle peut venir du haut. Mais ce qu'on veut au Québec, et ce n'est pas parce qu'on est méfiant, c'est parce qu'on veut participer à notre propre développement, c'est justement mener des petits, des fois des moyens, puis des fois des gros projets, mais sur lesquels on a de l'emprise, sur lesquels on a du contrôle et desquels on va retirer de la fierté, de la dignité et du bonheur. Puis ça, je me permettrais de dire que souvent, on le fait à travers des entreprises d'économie sociale. Merci beaucoup, madame. Alors, si un des trois panélistes veut intervenir sur ce qui est dit, il n'y a aucun problème, vous me faites signe. Je pense qu'il y a un monsieur là-bas, à gauche, qui veut intervenir. Je l'ai vu par le miroir. Il y a toujours un miroir quelque part. Ah, vous êtes là, ben oui. Alors là, on a un seul micro maintenant. Bien, pendant que le micro arrive à lui, je voulais juste dire que je partage tout à fait l'opinion de Geneviève et pourquoi les entreprises d'économie sociale et solidaire performent si bien. C'est justement parce qu'elles sont bien ancrées dans leur milieu et contrairement aux entreprises privées, elles ne partent pas ailleurs lorsqu'il y a des opportunités d'affaires comme vont pouvoir le faire d'autres entreprises. Merci, Mme Varidel. Monsieur? Oui, donc Bruno Jean, Université du Québec à Rimouski. Évidemment, j'ai intervenu un petit peu dans le sillage de l'exposé de mon collègue Paul Prévost. Moi, mon expérience de recherche terrain m'a amené à une triade aussi. Il y a trois choses pas si compliquées à mesurer pour savoir mesurer le potentiel de développement d'une collectivité rurale donnée au Québec. La première chose, moi j'appelle ça l'ouverture au changement. Et Prévost l'a mentionné dans son exposé, même la façon dont les chercheurs, on arrive sur le terrain, on voit tout de suite, on peut le mesurer. L'ouverture au changement, on peut le mesurer aussi par le nombre de femmes au conseil municipal ou le nombre de jeunes au conseil municipal. Ça nous donne déjà un bon indice de l'ouverture au changement. C'est facile à vérifier. Deuxième caractéristique, si on veut, dans les livres savants, on parle d'investissement, réinvestissement, mais dans le fond, ça a rapport avec la capacité des acteurs locaux de s'investir dans des causes locales, donner de leur temps, du bénévolat, etc. Ça se mesure encore assez facilement. On est-tu capable d'organiser quelque chose ici, une fête, par exemple, des choses comme ça. Et troisième élément, et les trois sont importants, il faut les retrouver. Troisième élément, c'est la capacité de réseautage, et notamment de nos leaders et de nos élus. Alors, si, quand le maire va à une réunion comme celle-ci aujourd'hui, les citoyens disent qu'il perd son temps et notre argent, ça ne marche pas, là. Alors qu'en venant ici, il y a des idées nouvelles, il y a des brassages d'idées, ça peut être ramené dans sa communauté. Et moi, à chaque fois que j'ai examiné la dynamique d'une communauté rurale au Bas-Saint-Laurent, surtout parce que c'est proche de chez nous, à chaque fois, j'ai pu voir qu'il n'y en a pas tant que ça des communautés où on retrouve ces trois facteurs-là agissant dans le bon sens. Mais lorsqu'on les a, je pense que ça va dans la bonne direction. C'était pour rajouter un petit mot complémentaire aux choses. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un
Oui, monsieur, de l'autre côté. Ah, vous allez faire de l'exercice, là. C'est bon. Je pourrais peut-être dire, en attendant, que chez nous, il y a 3 femmes et 3 hommes sur notre conseil. Et puis, il y a des jeunes et des personnes plus âgées. Donc, c'est un fait que ça amène une autre perspective lorsqu'il y a des discussions. L'intergénération, je pense que c'est ça qui fait l'avenir. Oui, monsieur? Gaston Plante, toujours retraité. J'ai pas eu d'offre d'emploi depuis tantôt. J'aimerais aborder la question du changement sous un angle un peu différent. C'est souvent le changement nous est, je dirais, infligé de l'extérieur. Je regardais la situation de Saint-Joachim avec son école. La population étudiante diminue, puis c'est inéluctable. Hein, il faut que tu fermes l'école, puis ça s'en va ailleurs. Et moi, j'aimerais dire que ces changements imposés de l'extérieur-là, on peut les changer. C'est pas vrai que parce qu'il y a des règles qui viennent soit du gouvernement ou soit de l'entrepreneuriat général ou du monde économique, que ces choses-là, on ne peut pas les contrer. Et beaucoup des changements qu'ont vécu les milieux ruraux viennent de tendances internationales qui font que c'est mal vu maintenant pour une entreprise quasiment d'acheter local. La stratégie d'entreprise qui est décidée à Toronto fait en sorte que tes produits locaux doivent s'en aller à Toronto avant de revenir à ton épicerie. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas de sens. On le sait tous et on les accepte. Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour changer ça. Il y a plein de moyens. Ce n'est pas parce qu'il y a une organisation mondiale du commerce qui impose des règles que ces règles-là ne sont pas contestables, détournables, et il y a moyen de trouver des solutions. Pour la question autochtone, moi, il y a une chose que vous avez dite que j'ai adorée, c'est de dire que les solutions ne passent pas par les transferts d'argent. Ils passent par un questionnement de ce que l'on est, par le travail qu'on fait à différents niveaux. Vous avez soulevé les artistes, les entrepreneurs, les femmes. J'ai adoré ça, parce que souvent, on a l'impression que la question autochtone va se régler par des transferts de dizaines puis de centaines de millions de dollars, et je pense qu'il va falloir regarder le changement autrement. Et j'ai beaucoup apprécié cette ouverture-là. Toute la question autochtone est trop complexe pour qu'on l'aborde aujourd'hui, mais cet aspect-là, j'y crois. Moi, je vais vous dire, juste en terminant, j'ai beaucoup de difficultés avec l'éternité. Parce que des gens ont été là à un moment donné, il faut que les règles soient les mêmes pour l'éternité. J'ai un peu de difficulté avec ça. Mais ça mériterait d'être expliqué. Donc, il y a moyen pour le Québec rural d'apporter des changements, de profiter de choses en se donnant notre modèle à nous pour que nos produits, nos citoyens, nos services nous ressemblent. Merci, M. Plante. On a encore un petit peu de temps, il n'y a pas de problème. Alors, sûrement qu'il y a des gens qui, ce matin, avaient des questions ou des commentaires à faire. Oui, monsieur? Madame Cazin, bonjour. Yves Généreux, maire de Noumineng, dans les Laurentides, une demi-heure de Tremblant. Le nom de Noumineng, je vais parler ici à M. Bacon. Le nom de Noumineng veut dire, Ouanoumineng veut dire le pays où l'on revient. On a un patrimoine archéologique de 5000 ans. On a fait des trouvailles dans des sites que les Autochtones de l'époque ont installés lors de leur passage saisonnier. On parle de longtemps. On parle d'aller chercher des pierres en Gaspésie. On parle d'aller chercher des pierres au Témiscamingue et dans le Grand Nord. On a un volume d'informations, notre histoire, sur laquelle on peut se baser pour dire que on regarde le passé, on va vers l'avenir avec quoi? M. Bacon représente une force tranquille. Mme Bolduc parlait de force tranquille. Il représente en fait le modèle dans lequel on doit s'installer. On regarde pour développer le Nord. M. le ministre parlait de se rendre vers le Nord avec un deuxième dossier. Appuyer de quoi? Appuyer de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. On a un futur qui, avec ce que je vois dans la génération de M. Bacon, de quoi aller de l'avant avec notre capacité de mieux investir dans notre compréhension de l'autorité. On parle d'autorité qui ne sait pas ce qui s'en va. On doit avoir, au bas de l'échelle, la compréhension de ce qu'on est pour pouvoir bouger dans le futur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Est-ce que, M. Beauregard, Mme Varidel et M. Bacon, il y a des derniers points parce que vous m'avez presque accusé de ne pas vous donner suffisamment de temps. Alors, j'aimerais bien que vous preniez peut-être quelques instants pour ajouter quelque chose. Peut-être le dernier commentaire que j'aimerais amener, c'est que c'est sûr qu'on voudrait que ça vienne d'en haut. Tu sais. On aimerait beaucoup que la solution nous vienne d'en haut, mais je ne vous dirais pas que ça va venir de l'enfer là, au lieu de venir du ciel, mais je veux dire, je pense qu'il faut que ça vienne de la base. Il faut que ça vienne de la base. Si ça venait d'en haut, il n'y en aurait pas de problème parce que la solution s'est déjà dispersée à la grandeur du Québec. Donc, la solution vient d'en bas. Il s'agit d'écouter ce qu'on a chez nous puis de partir de là. C'est ce que j'avais à dire. Merci. M. Bacon? Ce principe-là sur lequel on dit que la vérité vient d'en bas implique qu'il n'y a pas une solution, un fit for all, hein, comme on dit. Il n'y a pas une solution simple qui pourrait être universellement appliquée à l'ensemble des collectivités locales, d'ici ou d'ailleurs. Et ça, c'est vrai pour les communautés québécoises, communautés autochtones, peu importe. Et je pense qu'une des questions que l'on doit se poser par rapport à un principe que l'on prend quasiment pour acquis, la richesse. Comment mesure-t-on la richesse? Quand il est question chez les Premières Nations, justement, de développer des indicateurs qui permettent de la mesurer, on ne se reconnaît pas dans les indicateurs qui sont généralement élaborés par les instituts de recherche, en milieu, que ce soit en milieu universitaire, l'Institut de recherche du Québec, etc., parce que la richesse, elle peut aussi se mesurer justement par le degré de confiance qu'ont les gens les uns envers les autres, par la force du tissu social, par notre capacité à reconnaître et mettre en valeur notre patrimoine. Et ça, c'est toute une série de dimensions qu'il est parfois difficile de mesurer, mais qui est, à notre sens, beaucoup plus parlant, beaucoup plus significatif qu'un revenu moyen annuel. Merci. Madame Varidel? Moi, je partage tout à fait cette opinion aussi. Il y a tout un travail qui se fait sur des indicateurs alternatifs à la richesse qui est très intéressant. Et moi, il y a juste un point qui n'a pas été soulevé encore, mais qui, selon moi, est important à relever, c'est l'augmentation des inégalités. C'est un phénomène qui a cours au niveau mondial, au niveau canadien, au niveau québécois et même dans nos municipalités. Et ce que les études nous démontrent, et je vous suggère de lire le livre Spirit Level qui a été fait par 2 épidémiologistes britanniques. Donc, des études transversales de partout à travers le monde ont démontré en fait que plus tu as une augmentation des inégalités économiques dans une localité ou à l'échelle d'un pays, plus tu as des problèmes sociaux. Et ces problèmes-là n'affectent pas seulement les populations les plus pauvres, mais l'ensemble de la société. Donc, on va voir une augmentation de la criminalité, on va voir une augmentation des problèmes de santé de tout type, diabète, augmentation de problèmes de consommation de drogue, grossesse en bas âge, donc un ensemble de problèmes sociaux qui sont très, très importants. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit se pencher dans nos plus petites communautés. Comment est-ce qu'on peut travailler à la réduction des inégalités, donc en construisant des projets où les personnes mieux nanties et moins bien nanties prennent part dans les propositions de solutions pour qu'elles conviennent à l'ensemble de tous. Merci, Mme Varidel. Je pense qu'il y a quelqu'un. Oui, monsieur? Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Denis Charlebois. Puis moi aussi, je suis retraité de l'enseignement. J'ai enseigné la philosophie durant 40 ans. Puis je suis conseiller municipal de Val-David. Puis je suis ici présent avec une de mes collègues. Je voudrais intervenir en faisant un lien entre l'intervention de Mme Laure Varidel sur la question de l'attitude qu'on pourrait avoir dans le fait de penser globalement et agir localement. Puis en référence avec ce que M. Christian Bourque a mentionné à propos de l'attitude des Québécois par rapport au fait d'être méfiants. Puis moi, je vais vous dire, intérieurement, là, je réagissais très fortement.
Puis je n'ai pas aimé le fait de décrire les Québécois comme étant méfiants. J'emploierais plutôt le terme de esprit critique. Si on prend, par exemple, la question du développement énergétique du Québec par rapport aux sables bitumineux, par rapport aux gaz de schiste versus les sables bitumineux qui interviennent en Alberta, bien, ici au Québec, les gens ont été très vigilants en disant on a affaire à un mode d'exploitation qui n'a pas fait ses preuves et il faudrait justement avoir des garanties avant qu'on signe des contrats qui vont faire qu'il va y avoir de l'exploitation qui va se faire d'une façon non encadrée. Alors que si on regarde du côté de l'Alberta, bien, les Albertains sont derrière justement le gouvernement fédéral par rapport à l'exploitation éhontée des sables bitumineux avec l'impact écologique que ça peut avoir sur l'environnement. Donc, sur la question de la méfiance, bien moi, je dirais, puis je pense que ce qui fait le propre du système d'éducation, de la société québécoise par rapport au système d'éducation qui prévaut au niveau de l'ensemble du Canada, c'est le fait qu'il y a, entre autres, des cours de philosophie qui sont donnés, puis dans lesquels on met constamment l'accent sur l'importance de l'esprit critique. Puis ça, si on est critique au Québec, c'est peut-être justement une des caractéristiques qui font qu'on est une société distincte et on va développer une société en tenant compte justement de l'ensemble des aspects qui interviennent par rapport à un développement qui va servir à la fois le bien commun et les aspirations individuelles. Merci, M. Charlebois. Bien, merci infiniment à Mme Baridel, M. Beauregard et M. Bacon. Merci à tous les conférenciers de ce matin. Merci à Mme Bolduc. Merci au ministre Lelièvre d'avoir été avec nous également.